Bonjour, vous regardez le 6h30, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé vendredi la fin des travaux de la 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Il s'agissait pour les participants de trouver les voies et moyens de financement afin de pérenniser et de développer les cantines scolaires sur le continent. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Pérenniser et vulgariser les cantines scolaires sur le continent. C'est l'une des voies choisies par l'Union africaine pour promouvoir la scolarisation et lutter contre la malnutrition des enfants. À Abidjan, pour cette 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire, il est question d'investissement, c'est-à-dire trouver des financements pour nourrir les 23 millions d'écoliers africains qui ne bénéficient pas de cantines scolaires. Pourtant, les études révèlent que la prise en charge annuelle d'un écolier dans une cantine scolaire revient en moyenne à 23 000 francs CFA. Une étude démontre que chaque dollar investi dans l'alimentation scolaire génère entre 3 et 10 dollars en revenus, du fait de l'amélioration de la santé des élèves, de meilleurs résultats scolaires et des revenus plus élevés à l'âge adulte. Et imaginons qu'en plus, l'alimentation scolaire devienne pourvoyeuse d'emplois et génératrice de revenus pour les producteurs. Quel serait ce retour sur investissement? L'effet multiplicateur serait indéniable. Si chaque personne dans n'importe quel pays investit $1, si on prend la Côte d'Ivoire, 25 millions de personnes, chacun donne $1, on aura 25 millions de dollars. C'est largement suffisant pour soutenir ces programmes. En Côte d'Ivoire, on compte à ce jour 5 688 cantines scolaires pour plus d'1 million de rationnaires. Sur les 6 dernières années, le programme d'alimentation scolaire a coûté à l'État 16,2 milliards de francs CFA. L'objectif désormais poursuivi est de garantir un repas chaud et équilibré à chaque élève à l'horizon 2025. Nous avons un programme intégré de pérennisation des cantines. Les groupements qui sont déjà organisés autour des cantines produisent, livrent un tiers de leur production à la cantine. Et les femmes, majoritairement ce sont les femmes, mais nous avons aussi des hommes. Et ils vendent les 2 tiers. Et cela leur fait des revenus. Et cela contribue aussi à l'autonomisation, surtout des femmes. Et à ces femmes, nous donnons des cours d'alphabétisation. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique nécessite l'implication de tous les acteurs. Je voudrais, tout en saluant les efforts déjà amorcés en la matière, encourager les parties prenantes à œuvrer pour l'efficacité des programmes mis en œuvre. Certains des moyens pour accélérer l'atteinte de nos objectifs résident notamment dans la transformation de nos systèmes alimentaires. C'est important. La création d'agro-industries, le renforcement des capacités des acteurs, le développement et l'intégration des exploitations agricoles familiales dans les stratégies de lutte contre la faim, ainsi que la sensibilisation des populations à un changement de comportement en faveur des produits locaux. Après Abidjan, c'est N'Djamena, la capitale du Tchad, qui accueillera en mars 2020 la 5e journée africaine de l'alimentation scolaire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a effectué une visite à l'abattoir de Port-Boué, accompagné du gouverneur du district d'Abidjan. Kobena Kwasi Adjoumani est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de rénovation, des travaux d'un coût global de 18 milliards de francs CFA. Le point de la visite avec Cheikh Aboubakar Koné. D'ici à fin mars 2019, le principal abattoir d'Abidjan, installé dans la commune de Port-Boué, aura un tout autre visage. À quelques semaines de la livraison du chantier, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, s'est rendu sur le site pour constater l'avancement des travaux. La visite guidée a conduit la délégation ministérielle à la nouvelle salle d'abattage, la chambre froide, ainsi que la nouvelle salle d'attente et de repos pour animaux, appelée également parc de stabilisation. Toutes ces installations seront équipées aux normes internationales. Coût global des travaux, 18 milliards de francs CFA. Le ministre Adjoumani, saluant la qualité des travaux, a toutefois déploré la campagne entamée depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux visant à ternir l'image de cet abattoir. Nous sommes venus sur le terrain nous rendre compte du travail qui se fait au niveau de notre abattoir. Vous avez vu que tout à l'heure,
On a même prévu des salles d'attente aux animaux. De ces salles d'attente, ils arrivent à la salle d'abattage et il y a tout un système qui est mis en place, tout un mécanisme qui est mis en place pour que, à la sortie, le consommateur ait un produit sécurisé. Maître d'ouvrage du projet, le gouverneur du district a exprimé toute sa reconnaissance au gouvernement pour son soutien dans la réalisation du projet de rénovation, entrepris depuis 5 ans. Tous les compartiments que nous avons visités, quand on met tous les coûts ensemble, nous sommes d'abord à 10 milliards pour les infrastructures et nous sommes à 6-7 milliards pour les coûts d'entretien qui sont déjà engagés et qui sont prévus, ce qui va nous porter à près de 17-18 milliards. Mais au-delà de ces coûts, nous entrevenons de disposer de camions frigorifiques pour alimenter les grands marchés à Abidjan. Nous en avons acheté 4. Pour accompagner l'équipe de vétérinaires de l'abattoir de Port-Boué dans sa mission d'inspection, le ministre des Ressources animales et halieutiques a fait don de plusieurs équipements, à savoir des motos, des réfrigérateurs et des gants de protection. Rappelons que l'abattoir de Port-Boué, c'est environ 500 bêtes abattues tous les jours pour ravitailler le district d'Abidjan. La sécurité alimentaire et la croissance économique en milieu rural sont les défis auxquels s'attaque le groupe Sonrail. Devenu un label dans la sous-région, Sonrail est un centre de production doublé d'un incubateur pour l'agrobusiness et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce modèle intégré qui existe depuis 34 ans au Bénin est revisité par Salimata Dia dans ce dossier que je vous propose de suivre. Au niveau du bac de chargement, nous mélangeons les fientes des porcs, les fientes des volailles. Une fois tous ces éléments sont mélangés, on enfonce à l'intérieur de ce trou qui est relié avec le digesteur. À l'absence de l'oxygène, ces éléments se décomposent et se ferment pour produire le gaz. Du biogaz. Voilà. Une forme d'énergie renouvelable utilisée dans la cuisson, dans les générateurs pour produire le courant électrique domestique et dans les groupes électrogènes, sans risque de polluer l'environnement et de détruire les écosystèmes. Nous développons aussi le solaire. Le solaire pour l'irrigation, pour le pompage, pour l'éclairage et beaucoup d'autres choses. Nous développons aussi la gazification. La gazification qui n'est rien d'autre que la production du gaz à partir des déchets solides de la production agricole, tels que les branchages d'arbres, les résidus, tels que les rafles de maïs. Tout ce qui est déchets constitue de sous-produits dans un secteur et dans l'autre secteur devient de la matière première. Ici, à la ferme Songaï de Porto Novo au Bénin, c'est le système zéro déchet qui est adopté. Tout part de la production primaire. Après les récoltes des productions végétales, animales et de la pisciculture, les résidus communément appelés déchets échouent dans l'unité de compostage afin d'être transformés en matière première. Ça consiste à faire couche par couche, que ce soit les fientes solides, les fientes liquides également aussi, les plantes végétales également aussi, jusqu'à avoir 1,50 m de hauteur également aussi. Mais sachez qu'à chaque couche, il faut l'arroser abondamment également, puisque pour que ces éléments se décomposent, il faut avoir réellement un taux d'humidité plus jusqu'à 80% également aussi à ce niveau. Vous faites le reteniment 3 ou 4 fois, au bout déjà de 3 mois, 4 mois, le compost est mûr et c'est ça qui est utilisé pour fertiliser le jardin. Le sol est alors nourri, restauré avec de la matière organique pour obtenir une production végétale. Cette production végétale qui part de la fertilisation du sol, qui donne de bons produits, c'est à nourrir les animaux. Et nous produisons les animaux avec une production végétale saine. Et on a aussi des viandes, des œufs sains. Je prends l'exemple de la laitue ou de la carotte qui est produite au jardin. Une fois transformée, les résidus, une partie va pour le compostage, une partie va pour la production de bioénergie et une partie va également pour nourrir les animaux, toujours les résidus. Et tout cela, ça revient encore être restitué au sol. Et le cycle continue. La production secondaire fait son entrée avec l'agro-industrie développée à Songaï. Cette unité de transformation de produits agricoles opère avec des procédés simples et naturels.
Les noix de palme sont transformées en moins d'1 heure en huile alimentaire, même cas de figure pour l'alimentation animale ou encore la fabrication de savon. Ça, c'est la production de savon liquide. Ceux-ci sont en partie réalisés grâce au département mécanique fabrication, qui conçoit et réalise toutes sortes de machines adaptées aux besoins et selon les filières. Ces appareils sont aussi commercialisés dans les centres et boutiques avec le label Songhai, tout comme les produits alimentaires. Ce modèle, Godfrey Nzamujo, prêtre dominicain, fondateur des centres Songhai et pionnier de l'agroécologie, l'imagine en un projet régional. L'agriculture, c'est la base de décollage et socio-économique et inclusif. Regardez nos villages. Si on fait cette agriculture intégrée, on produit moins cher, plus efficacement. On développe l'industrie dans les zones rurales, on développe les services, c'est tout. Donc, les gens n'ont plus de raison d'émigrer, même les grandes villes comme Abidjan, comme à Cotonou, comme à Lagos. Donc chaque ville, chaque village, chaque zone devient socio-économiquement viable. Inciter et former les jeunes capables de mener l'agriculture à la base du développement économique viable et durable, voilà un des objectifs de Songhai. Parlons à présent de cinéma. La RTI est présente au FESPACO 2019. La délégation conduite par le directeur général Fosseni Dambélé participe au MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain. Une tribune qui permet de vendre le catalogue de production aux distributeurs, mais également aux partenaires. La RTI soutient aussi un film réalisé par une jeune Ivoirienne, envoyée spéciale à Ouagadougou, Serge Koléa. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, a présenté aux visiteurs du MICA, le marché du cinéma et de l'audiovisuel africain, 5 extraits des 9 productions majeures qui vont rythmer sa grille de programmes en 2019. Comment t'as saboté les freins de la voiture? Parce que c'est pas... Si Frédéric réapparaît, le mariage aura lieu. Alors je pourrais prétendre à la présidence. Nous avons lancé une douzaine de projets en même temps qui sont en production en ce moment, dont les premières saisons ont été diffusées comme National Security, comme Sœur Ennemie, et dont les deuxièmes saisons viennent de finir et vont bientôt être diffusées. Et vu qu'il y a des chaînes africaines qui ont commencé l'achat et la diffusion des premières saisons, c'était de rencontrer les professionnels de l'environnement, les diffuseurs, les distributeurs, pour leur montrer ce qui est dans le four. À travers cette présence au FESPACO, le directeur général entend renforcer la visibilité de la RTI en s'appuyant sur son catalogue de séries télévisées fournies. C'est l'occasion pour nous de parler de coproduction et également aussi d'explorer les marchés pour la diffusion et la vente de nos productions qui sont de qualité et qui s'exportent très bien. Je peux vous dire que dans la grille du programme, eh bien, une place de choix est faite aux productions nationales. Et cela va s'amplifier. Mais ce que nous demandons aux producteurs, c'est de toujours travailler à la qualité. Et à travers cette distribution, nous avons un potentiel de coopération, de soutien. Rencontres avec des chaînes de télévision partenaires, présentation d'offres et d'opportunités aux distributeurs et acheteurs de production sont marquées en bonne place dans l'agenda de la délégation de la RTI au FESPACO 2019. Les discussions entre les différents acteurs du système éducatif ivoirien ont abouti à une déclaration. Je vous propose de suivre à présent la déclaration de la Sénèque après une rencontre hier avec les autorités ivoiriennes. Monsieur le chef du gouvernement a pris la pleine mesure de notre plaidoyer en instituant d'urgence un cadre de concertation et d'échange pour débattre sereinement de toutes nos préoccupations. Je dis bien, et je le répète, de toutes nos revendications. À partir de l'instant où la prise en compte de nos aspirations légitimes que nous avons appelées de tous nos vœux depuis le début de cette crise est effective, il serait incohérent de notre part de disposer sur nous, syndicalistes, notre âme ultime, c'est-à-dire la grève. C'est pourquoi nous appelons solennellement, ici et maintenant,
à la suspension du mot d'ordre de grève pour une période de 2 semaines dans toutes les universités, instituts et grandes écoles publiques de l'enseignement supérieur, comme l'a demandé l'Assemblée générale extraordinaire, tenue ce jour même à partir de 14 h sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre, et que l'école reprenne dès le lundi 4 mars 2019 à 7 h. C'est le lieu de présenter nos excuses à la nation tout entière pour les désagréments que cette situation d'arrêt de travail a pu causer à chacun de nos concitoyens. C'est le lieu également de réitérer nos excuses à toutes nos autorités qui auraient considéré nos agissements contraires comme une défiance à leur endroit. Nous saluons la libération du camarade Johnson Kwasi Zamina et du collègue Dad Joël Maxime, qui viennent, comme on a dit, d'être libérés sous peu. Toutefois, nous plaidons auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement pour l'annulation des sanctions administratives à l'encontre des 12 camarades de l'Université Félix Houphouët-Boigny, la reconsidération des dossiers de candidature du CAMES session 2019 des syndicalistes membres de la SENEC, le rétablissement du salaire du docteur Dad Joël Maxime, suspendu depuis plus d'une année à l'Université Félix Houphouët-Boigny. C'était donc pour vous la déclaration de la SENEC. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. Le président Omar el-Béchir, qui règne sur le Soudan depuis 3 décennies, a remis temporairement la direction de son parti à son vice-président, le chef de l'État soudanais qui dirige le parti Congrès national al-Motamar depuis sa création en 1998, semblait contraint à faire cette concession face au mouvement de contestation inédit qui dure depuis le 19 décembre dernier. Et c'est Haroun Ahmad, un fidèle du chef de l'État, qui va occuper ce poste jusqu'à la prochaine réunion du parti qui sera chargé d'élire le nouveau président l'été prochain. Au Libéria, Charles Sirleaf a été arrêté. Le fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf faisait partie des responsables de la Banque centrale arrêtés dans la soirée de jeudi à Monrovia. Des arrestations qui s'inscrivent dans le cadre d'un vaste scandale sur des présumés fonds disparus des caisses de la banque. Il y a quelques mois, des informations dans la presse et sur les réseaux sociaux avaient fait état de la disparition de conteneurs et des sacs de billets entre le port et l'aéroport et la Banque centrale. Un tribunal libérien avait émis un mandat d'arrêt contre le fils de l'ancienne présidente et une trentaine de cadres de la Banque centrale du Libéria. Et voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur www.rti.ci. À demain.